Bonsoir à tous et à toutes, famille ASM, nouveau débrief de Lilo Débrief. Écoutez, avant de commencer le débrief du match de ce soir, je tiens d'abord à féliciter tous les supporters monégasques qui ont réussi à aller au bout de ce match pauvre de l'AS Monaco. Je félicite aussi tous les supporters de Monaco qui se sont déplacés à Bruges parce que honnêtement, pour voir ce match-là et pour aller assister à une leçon de football que nous a mis Bruges ce soir, félicitations à vous, vraiment des supporters comme vous, il en faut, vraiment félicitations, chapeau à vous, chapeau. Donc écoutez, ce soir, j'ai envie de vous dire défaite logique. Donc une défaite 4-0 à Bruges, donc un système en 4-4-2 choisi par Adi Hutter, avec Balogun Bires devant, à gauche Minamino, à droite Akliouche. En récupération, nous avions Camara et le jeune Bamba. En défense, c'était Caio Henrique à gauche, à droite Vanderson, et dans l'axe Eric Dyer, associé à Christian Mawissa, et dans les buts, Korn, en l'absence de Gradeschi qui est blessé. Monsieur Adi Hutter, franchement, avant de commencer le débrief, message spécial pour toi. Monsieur Adi Hutter, explique-nous comment tu peux te permettre de faire tourner ton effectif quand tu te déplaces à Auxerre, alors que tu sors d'une trêve internationale où tes joueurs n'ont pas joué parce que tu as très peu de joueurs sélectionnés, très peu de joueurs qui jouent en sélection. Donc tu te retrouves à te déplacer à Bruges avec des joueurs qui n'ont pas joué depuis près de 3 semaines. Eh bien aujourd'hui, figure-toi qu'aujourd'hui, le niveau, la dimension athlétique, la dimension de rythme, eh bien elle s'est vue, elle s'est grandement vue. Adi Hutter, quand est-ce que tu vas avoir une colonne vertébrale? Une colonne vertébrale. Le football se joue à 11. Comment tu m'expliques que d'un match sur 2, tu arrives à changer 10 joueurs? Allez, pas 10 joueurs parce que tu fais jouer Zakaria systématiquement et Akliouche, mais comment tu arrives à changer 9 joueurs? 9 joueurs sur 11 possibles, systématiquement. Tu changes toute la défense, tu changes la moitié de ton milieu de terrain, tu es capable de changer toute ton attaque. Une colonne vertébrale dans une équipe, c'est une colonne de au moins 7 joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble constamment. Au moins 7 joueurs qui sont indéboulonnables. 7 joueurs qui font ton jeu. Aujourd'hui, ça s'est vu. Manque d'inspiration, manque de tout. On n'a pas de colonne vertébrale. Les joueurs ne se connaissent pas. Et j'envoie une mention spéciale à Thiago Scuro. Monsieur Scuro, tu lui as pas fait mal au portefeuille de l'AS Monaco cet été. Tu lui as vraiment pas fait mal au portefeuille. La direction, ils peuvent te remercier de leur faire des économies. Tu recrutes un Paul Pogba qui sort de 2 ans de suspension pour dopage, qui n'est pas apte à jouer. Donc Paul Pogba, pas avant le mois d'octobre, et encore on ne sait même pas dans quelle forme il sera et ni dans quel niveau footballistique il aura. Tu recrutes un Ansu Fati qui est hors de forme, souvent blessé et qui d'ailleurs ne te coûte rien. Tu recrutes un Eric Dyer titulaire qui lui aussi a souvent été blessé avec le Bayern et qui, ça se voit, est hors de forme et a du mal pour le moment à revenir au niveau qu'on lui a connu à Tottenham et au début de sa saison au Bayern. Et derrière, tu vends des joueurs. Derrière, tu vends Elias Benseghir. Ok, peut-être qu'Elias Benseghir avait une période compliquée avec nous, mais par qui tu l'as remplacé, Elias Benseghir? Par personne. Tu vends Brel Mbolo. Ok, Ben Mbolo avait des difficultés, il mettait plus un pied devant l'autre. Mais toujours est-il que tu le vends, et par qui tu l'as remplacé, Brel Mbolo? Brel Mbolo, tu ne l'as remplacé par personne. Aujourd'hui, quand je vois le mercato du Paris Saint-Germain, quand je vois le mercato de l'OM, et quand je vois le mercato d'une équipe comme Lille, ou le mercato encore d'une équipe comme Strasbourg, eh ben je m'inquiète, moi, sur les places européennes. Je m'inquiète grandement. Quand je vois la prestation de ce soir, ou que je vois que je vois les matchs qui ont été gagnés jusqu'à présent en Ligue 1, je m'inquiète fortement en termes de jeu proposé, fortement en termes d'effectifs, je m'inquiète. Aujourd'hui, avec le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est quand même des saisons à 50, si ce n'est pas 60 matchs. Aujourd'hui, est-ce que l'AS Monaco a l'effectif pour faire 60 matchs? C'est ce que je me demande. Je me pose sérieusement des questions.
En tout cas, quoi qu'il en soit, je félicite l'ensemble des supporters qui ont fait le déplacement. Je félicite aussi tous les supporters qui, comme moi, sont restés devant leur télé jusqu'au bout, au bout de l'ennui, au bout du supplice. Je vous félicite. Chapeau à vous. Après, on va dire que Monaco n'a pas de supporters. Eh ben si, Monaco a des supporters. Et les supporters de Monaco, ben ce soir, ils font la gueule. Et ce soir, ils sont tristes. Il va falloir que M. Adi Hütter nous propose autre chose. Bien, on va passer au débrief tactique de ce match parce que tactiquement, je pense qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à redire. Donc toujours cette même animation qu'on connaît, Monaco en 4-4-2, avec une volonté de l'entraîneur d'avoir deux attaquants en point fixe, donc deux attaquants très hauts, avec une volonté de l'entraîneur d'avoir deux milieux couloirs qui sont plutôt des milieux offensifs, qui sont plutôt des meneurs de jeu excentrés, alors qui on demande systématiquement de repiquer dans l'axe. Je dirais même pas repiquer dans l'axe puisqu'on leur demande d'être systématiquement dans l'axe. Avec deux milieux relayeurs très offensifs, qui étaient donc du coup Camara et Bamba, et avec deux latéraux, Caio Henrique et Vanderson, très offensifs également. Ben, c'est simple. La physionomie du match, elle parle d'elle-même. La physionomie du match, elle parle d'elle-même. On a une équipe de Bruges qui commence le match timidement, qui nous attend parce que je pense que la vidéo a dû fonctionner. Et Bruges, je sais très bien que on est très en difficulté sur des phases de transition. Donc les joueurs de Bruges sont restés d'abord derrière, ils nous ont attendus. Et en 3-4 passes, à chaque fois, ils ont vu qu'ils perforaient nos lignes. En 2 passes, ils perforent nos lignes. Mais pourquoi ils perforent nos lignes? Je l'ai déjà dit dans mon débrief du match d'Auxerre. Pourquoi ils perforent nos lignes? Lorsque Monaco attaque, on se retrouve sans aucune solution. On va avoir l'un des défenseurs centraux qui va remonter le ballon. On se retrouve avec Balogun et Mika Biret sur la même ligne que les défenseurs centraux. Donc forcément, on a des attaquants qui reculent et des défenseurs qui avancent. Il n'y a rien de plus facile pour défendre pour eux. On se retrouve avec, sur la même ligne que Balogun et que Biret, on va se retrouver avec un Akliouche et Minamino à l'intérieur, dans l'axe. Ce sont des joueurs de ballon, des joueurs qui ont besoin d'espace. S'ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'étirer le jeu pour pouvoir s'exprimer. Or, M. Adi Hütter leur demande d'être systématiquement dans l'axe et dans l'axe accolé à des joueurs comme Balogun et Biret, en sachant que Balogun, c'est une fusée. Balogun a besoin d'espace pour prendre la profondeur. Nos attaques placées sont trop stéréotypées. On a un 4-4-2 qui est beaucoup trop archaïque. Oui, monsieur, c'est archaïque aujourd'hui. On a besoin d'avoir un système un peu plus hybride. Le système que propose Adi Hütter est archaïque. Donc, je poursuis. On a donc deux milieux de côté qui ne sont pas vraiment des milieux de côté, mais plutôt des meneurs de jeu excentrés. On a deux milieux relayeurs qui sont Camara et Bamba qui jouent très haut. Qui jouent très haut et systématiquement sur la même ligne. Ils n'ont pas compris que le b.a.-ba du football, c'est que quand tu as deux milieux de terrain, uniquement deux milieux de terrain, eh ben il faudrait qu'ils jouent en escalier, que ce soit systématiquement le même joueur qui monte et systématiquement le même joueur qui reste devant la défense. Or, on a deux joueurs qui se retrouvent en position de milieu offensif lorsqu'on a le ballon. Donc il suffit d'une interception et d'une passe rapide vers l'avant sur les côtés, eh ben on est transpercé. Donc tu te retrouves avec une défense à 4, mais avec un Vanderson qui joue ailier droit et avec un Caio Henrique qui joue ailier gauche, qui sont extrêmement hauts, sans se soucier qu'en face, on a un club du Bruges qui joue en 4-2-3-1. Donc Bruges a un numéro 10 qui se trouve où? Dans le dos de nos relayeurs systématiquement. Et ce numéro 10 en plus, il se trouve que Van Aken, il est doué techniquement, et ben il nous a fait la messe tout le match. Tout le match, il nous a fait la messe. Monsieur Adi Hütter, quand tu vois que ton équipe prend la marée, eh bien, il faut arrêter d'être borné avec ton système. À un moment donné, il faut changer ton système. Il faut essayer de t'adapter un minimum à ton adversaire et surtout essayer du coup de limiter la casse. Quand tu ne peux pas gagner, évite de prendre une valise. Le goal average, il peut nous servir plus tard. Quand tu commences ton premier match de Ligue des Champions avec 4-0 à l'extérieur, je suis désolé, c'est pas de très bon augure pour la suite.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour mettre en difficulté une équipe comme Bruges de ce soir? Déjà, je pense que Caio Henrique n'a pas le coffre physique pour faire tous les allers-retours sur le côté que lui demande son entraîneur. Je pense que Caio Henrique devrait venir apporter le surnombre au milieu de terrain avec les deux milieux relayeurs. Ça nous ferait, lorsqu'on a le ballon, on serait à 3 milieux de terrain. Et c'est vraiment dans ce compartiment du jeu qu'on manque cruellement de solutions. Nos milieux de terrain ne sont que deux. Deux milieux de terrain, on n'a pas de 10. Donc systématiquement, ça s'est vu. Monaco a systématiquement sauté la ligne du milieu de terrain pour aller directement chercher des joueurs comme Minamino ou comme Akliouche ou comme Balogun ou comme Mika Biret. Mais ce sont des joueurs qui sont dos au jeu, déjà à la limite du hors-jeu, face à des défenseurs qui avancent. Donc systématiquement, on s'est fait intercepter et systématiquement, ça a fait ficelle. Donc je pense, monsieur Adi Hütter, que si tu continues à te murer dans ce système de jeu-là, eh bien, il faudrait peut-être envisager de mettre un Caio Henrique dans les phases de possession, beaucoup plus dans l'axe, qui pourrait nous apporter un peu plus de finesse technique pour pouvoir organiser le jeu. Demander à ton latéral droit de monter quand le jeu le décide. Lorsque ton défenseur central ou ton milieu de terrain relayeur a le ballon, je trouve inadmissible que ton latéral soit déjà en position d'ailier. C'est le B.A.B.A. qu'on t'apprend en école de football. S'il y a une interception, tu es mal, tu es découvert s'il y a une interception. Il va falloir aussi m'expliquer pourquoi persister à deux attaquants devant. Pourquoi persister à deux attaquants devant si ces deux attaquants-là jouent tous les deux sur la même ligne? Ils jouent tous les deux sur la même ligne. Il n'y a pas un attaquant de pivot et un attaquant de profondeur. Les deux attaquants ont le même registre. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé face à une équipe de Bruges qui, sans surprise, a été prolifique devant le but. Bruges, c'est quand même 6-0 au Celtic chez eux. Donc, on était prévenus. On savait que Bruges, c'est le niveau Ligue des Champions. On savait que Bruges, ça ne rigole pas devant le but. Et on savait également que si notre travail d'analyse avait été fait avant le match, eh bien, on n'aurait pas joué de la manière dont on a joué. Tu ne peux pas te permettre, contre une équipe qui joue en 4-2-3-1, tu ne peux pas te permettre d'avoir simplement deux milieux de terrain à la récupération. Tu ne peux pas te permettre de déclencher un pressing aussi haut. 4 joueurs éliminés en une passe au pressing. Relance du gardien, passe au premier défenseur, le défenseur fait la passe au milieu de terrain. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est 4 joueurs. 4 joueurs éliminés. C'est Biret, Balogun, Minamino, Akliouche et qui ne reviendront jamais. Derrière cette passe qui a été faite, tu te retrouves avec deux relayeurs sur la même ligne. Et ces deux relayeurs-là ne sont pas devant la défense. Ces deux relayeurs-là sont derrière notre ligne de pressing. Donc, après une deuxième passe de Bruges, tu te retrouves à ne plus avoir de milieu défensif qui se sont fait éliminer. En 2 passes, on a toute l'équipe qui est décimée. On ne défend plus qu'à 4. Pour peu que ce soit une interception, eh bien, tu as tes 2 latéraux qui étaient devant, tu n'as plus de latéral pour défendre. Eh bien, ça s'est vu. Résultat, ça fait 4-0, ça fait ficelle. Je le disais, beaucoup d'inquiétudes sur cette animation. Ce n'est pas le système qui pose problème, ce n'est pas les joueurs qui posent problème, mais c'est l'animation. C'est l'animation que propose Adi Hütter qui pose un problème. Et il va falloir très sérieusement qu'ils pensent à revoir cette animation, parce que sinon, je crains un naufrage. Je prédis un naufrage. Alors vous me direz, je vous vois venir en commentaire. Vous allez me dire, oui, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis désolé. Quand tu es une équipe qui joue la Ligue des Champions, ta saison, elle commence réellement au premier match de la Ligue des Champions. On l'a vu avec Paris. On l'a vu avec Paris contre Atlanta. On l'a vu avec Marseille contre le Real. Ta saison, elle commence au premier match de Ligue des Champions. Si au premier match de Ligue des Champions, tu n'es pas prêt, il y a un problème parce que tous les points que tu vas perdre, tu ne vas pas les rattraper. Il y a un problème. Ok. Donc, moralité de notre analyse tactique, c'est qu'on est une équipe qui pratique un jeu beaucoup trop ouvert. On manque de finesse technique, on manque même de densité au milieu de terrain, on manque de finesse technique au milieu de terrain, on manque de créateurs. Les créateurs, tu les as. Tu as Akliouche et tu as Minamino.
Mais il suffit tout simplement que monsieur Adi Hutter leur demande de jouer comme des vrais milieux de couloir, c'est-à-dire de mordre la ligne et de ne pas avoir peur de venir décrocher jusqu'à la ligne médiane pour venir organiser le jeu. Si tes deux milieux de couloir décrochent, fatalement ils attirent les deux latéraux et fatalement ils libèrent de la place dans la profondeur pour un joueur comme Balogun ou pour un joueur comme Mika Biret. C'est logique, c'est logique. Qu'est-ce que attendent nos deux milieux relayeurs pour prendre le jeu à leur compte? Systématiquement, ton premier relanceur, c'est ton défenseur central. Défenseur central qui peine à trouver deux milieux relayeurs qui sont dos au jeu, qui peine à trouver deux joueurs qui ne sont pas sur le côté, puisque ces deux joueurs-là sont dans l'axe. Pourquoi un joueur comme Camara, avec sa finesse technique, bien que encore inexpérimenté, faut pas oublier que ce joueur, il y a 2 ans, on le recrute à Metz, mais même encore aussi inexpérimenté, eh bien, il faut prendre des responsabilités, il faut prendre le jeu à ton compte, descends chercher le ballon dans la surface. Au moins, tu attires des joueurs déjà au pressing. Tu attires des joueurs au pressing. Et si tu fais décrocher Minamino et décrocher Akliouche, tu attires d'autres joueurs au pressing. Mais derrière, vu que c'est des joueurs qui sont en faux pied, ils peuvent en un contrôle orienté rentrer dans l'axe et trouver Balogun dans la profondeur. Et Balogun, encore une fois, c'est une fusée. Une fusée. Les rares fois où on l'a trouvé en profondeur, peut-être 1 ou 2 fois dans le match, ben ça aurait pu faire ficelle. Mais c'est une solution qui est trop peu utilisée. On joue comme des débutants dans un mouchoir de poche. Systématiquement, quand un joueur a le ballon, il a 4, 5, 6 coéquipiers autour de lui à 1 mètre d'intervalle. Mais il n'y a rien de plus facile pour défendre. Il n'y a rien de plus facile pour défendre. Je vais arrêter là parce que vous allez me dire que de toute façon, tout le monde est coach derrière son écran, mais non. En tant que supporter de l'AS Monaco et en tant que passionné de foot, moi j'ai cette équipe dans le sang, moi j'ai cette équipe dans les veines et ça me fait mal au cœur quand je vois une prestation comme celle-là. Ça me fait mal au cœur quand je vois qu'il y a des supporters qui ont joué le jeu et qui se sont déplacés. Il va falloir vraiment changer quelque chose. Si Adi Hutter n'est pas en capacité de se réadapter, n'est pas en capacité de comprendre son erreur, eh bien, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir que la direction se pose les bonnes questions. Oui, c'est des mots forts en début de saison. Mais pour moi, ce début de saison-là, il a la continuité de la saison dernière. Donc, c'est peut-être déjà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok, c'est la fin de notre analyse tactique. On va passer du coup, comme vous le savez, on va passer aux notes des joueurs. Donc au niveau des notes des joueurs, pour rappel, la composition, c'était Balogun Biret en attaque, Minamino à gauche, Akliouche à droite, en récupération, Camara et Bamba. En défense à gauche, Caio Henrique. Dans l'axe, Eric Dyer et Christian Mawissa. À droite, Vanderson. Et dans les buts, Timo Korn. Ben, je vais commencer par le gardien. Je vais être honnête. Si en première mi-temps, il n'est pas là, l'addition peut être beaucoup plus lourde que 3-0. Pour rappel, on prend quand même 3 buts en 10 minutes. Ça fait quand même très mal les trous d'air. Mais s'il n'est pas là, c'est pas 3-0, c'est pas 4-0, c'est pas 5-0, c'est même 6-0 qu'on prend à la première mi-temps. Mais pour autant, ben, c'est un gardien, on l'évalue du coup au nombre de buts encaissés. Tu prends 4 buts sur le match, ben, je suis désolé. Moi, je te mets une note de 3 et je suis généreux parce que tu as été abandonné par tes défenseurs, tu t'es battu tant que tu as pu et donc je te mets une note de 3 ce soir. À droite, Vanderson. Un match très compliqué, Vanderson en manque de rythme, mais en même temps qui a très peu joué depuis le début de la saison. Quand Adi Hutter se paye le luxe de faire tourner son équipe contre l'AG Auxerre, alors que la majorité de tes joueurs n'ont pas joué en trêve internationale, ben voilà ce que ça fait, ça donne un Vanderson en manque de rythme. Et quand tu es latéral et que tu es en manque de rythme, ben, il faut savoir rester derrière, il faut savoir ne pas trop monter, sauf monter en soutien, mais ne pas monter bêtement à tout va, comme ça a été le cas ce soir. Donc Vanderson, logiquement, je te mets 2. Je te mets la note de 2, puisque beaucoup de trous d'air, très peu d'apport offensif, un match défensivement pas abouti, offensivement pas abouti. Vraiment une prestation oubliée pour toi. Dans l'axe, on a Eric Dyer. Ben, Eric Dyer, moi j'ai envie de lui mettre la note de 3 parce que
Mais parce qu'on l'a senti seul lui aussi. On l'a senti seul. Faut pas oublier que sur chaque attaque de Bruges, on défendait à 4 si c'est pas à 5. Un Christian Mawissa qu'il a eu du mal à cadrer puisque on voit que sur l'un des buts, il essaye de l'appeler tant bien que mal et Christian Mawissa ne se replace pas. Donc forcément derrière ça fait ficelle. Donc Eric d'ailleurs, je lui mets la note 2-3 parce que défensivement ton match il n'est pas non plus abouti, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Donc j'ai envie d'être tolérant avec toi et j'ai envie de voir ce que tu peux donner sur les matchs suivants puisque tu nous as proposé quand même de belles choses en match amical. Christian Mawissa, écoute, je te mets la note de 2 puisque tu marques contre ton camp. Tu peux pas faire grand chose d'autre, certes, mais tu marques contre ton camp. Et Mawissa, écoute, Mawissa, j'ai envie d'être aussi tendre avec lui puisque Mawissa, c'est un joueur qu'on recrute de Toulouse il y a 2 ans. C'est un joueur qui a pas énormément joué la saison dernière. C'est encore un très jeune joueur. Et c'est là qu'on voit qu'au niveau du bord de Monégasque, on a un problème. Qu'est-ce que fait un joueur comme Mawissa qui arrive du Toulouse Football Club? Qu'est-ce qu'il fait au bout de sa 2e saison à Monaco, titulaire dans un match de Ligue des Champions? Attention, hein, je ne dis pas que Mawissa n'est pas bon. Hein. Mawissa est un bon joueur, mais Mawissa est un joueur en devenir. C'est un joueur qui a une immense marge de progression, mais il lui faut de l'expérience autour de lui. Tu ne peux pas te retrouver avec un Mawissa titulaire à côté d'un Eric d'ailleurs, avec 2 jeunes milieux de terrain comme ça devant lui. C'est pas possible. Donc Mawissa, je te mets 3. À gauche, Caio Henrique, je te mets 2 et encore ta note elle a frisé le 1 parce que franchement une prestation à oublier, tu n'es pas du tout en canne, aucune vivacité, très peu tonique dans les appuis, tu nous as rien apporté balle au pied, tu ne fais aucune différence et dans le repli défensif, je suis désolé, tu as la charrette derrière quoi, mais une charrette énorme. Une charrette vraiment énorme. Donc je pense que Caio Henrique, lui demander d'avaler le couloir comme ça, c'est pas une bonne stratégie. Caio Henrique, il a une bonne patte gauche, il a une bonne finesse technique. Ben, il faut lui demander de venir apporter un peu plus de densité au milieu de terrain, qu'il prenne un peu ses responsabilités, qu'il essaye d'organiser un peu plus le jeu. Parce que le faire mordre la ligne et déborder comme ça, comme limite un piston, voire un ailier, je suis désolé, mais non. Et on l'a vu, et je suis inquiet. Moi, je suis inquiet par rapport à la profondeur d'effectif parce que Caio Henrique rassure pas dans ses performances, mais derrière le remplaçant, c'est qui? Ben, c'est Ouattara, 20 ans, pas encore convaincant depuis qu'il est à Monaco, un joueur qui, je me demande s'il est vraiment latéral parce qu'un joueur très offensif, pas très bon dans ses interventions défensives, qui nous a coûté des pénaltys la saison dernière. S'il y en a parmi vous qui ont oublié, moi j'ai pas oublié, qui nous a coûté des pénaltys la saison dernière. Donc très inquiet quand je vois que c'est ça mon effectif, très inquiet. Et après, du coup, tu arrives au milieu de terrain, tu te retrouves avec 2 minots, tu te retrouves avec un joueur sorti du centre de formation titulaire dans un match à l'extérieur de Ligue des Champions à Bruges. Donc, lui, je lui mets 2. Autant contre la Auxerre, je l'ai trouvé intéressant dans l'impact physique, mais très décousu dans la construction du jeu, mais dans l'impact physique, il nous a fait par moments du bien, il a su par moments faire les fautes qu'il fallait pour nous permettre de souffler, mais autant là, ce soir, c'était un match beaucoup trop compliqué contre lui. Van Aken leur a fait très mal, il leur a fait très mal, c'est un joueur qui est doué techniquement, qui a de l'expérience, mais il leur a fait très mal, donc aujourd'hui, moi, je te mets 2, et match à oublier, mais ça doit nous interroger sur notre effectif. Tu recrutes un Paul Pogba où tu ne sais pas à quelle date il va revenir, qui n'est pas prêt physiquement. Derrière, tu n'as que Denis Zakaria comme taulier. Quand avant un match comme celui-là, il se blesse, tu te retrouves à sortir des jeunes du centre de formation qui ont très peu de matchs en professionnel, qui se retrouvent titulaires dans un match avec autant d'intensité et autant d'enjeux. Si ça nous amène pas à nous poser les bonnes questions, je sais pas. Ensuite, à côté de lui, on avait le petit Camara. Écoutez, Camara,
Il a essayé. Après, il faut pas oublier que c'est un joueur qu'on recrute aussi du FC Metz, qui a encore très peu d'expérience sur la scène européenne, très peu d'expérience sur ce niveau-là, même s'il fait de bonnes prestations avec l'équipe nationale du Sénégal, il a aussi fait des bonnes prestations la saison dernière avec nous. Ben, aujourd'hui, tu lui laisses les clés du jeu et ben, la barre était trop haute pour lui. La barre était trop haute pour lui. Pas de solution, très peu de mouvements autour de lui. Un match offensif pas abouti. Il a jamais trouvé la passe qui a pu casser des lignes. Il a ni cassé de lignes balle au pied, ni cassé des lignes par la passe. Et très peu de solutions autour de lui, très peu de mouvements autour de lui. Mais quoi qu'il en soit, moi, je lui mets la note de 3. Ensuite, Takumi Minamino. Takumi Minamino, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il peine à me convaincre, Takumi Minamino. Takumi Minamino, c'est un joueur qui peine à me convaincre. Peut-être que le système ne lui rend pas service, peut-être que il manque d'espace. À chaque fois qu'il touche le ballon, il a trop de monde autour de lui, un pressing qui est trop étouffant des adversaires qu'on joue. Mais il me convainc pas. Franchement, il ne me convainc pas. Son apport dans le jeu est trop minime. L'année dernière, il a pas su prendre le jeu à son compte. C'est pas un joueur qui me convainc, c'est pas un joueur qui a des stats phénoménales non plus. Voilà, il arrive avec un gros CV. C'est quand même un joueur qui arrive, même s'il n'était pas titulaire, il arrive quand même de Liverpool. Et dans un championnat de Ligue 1 et dans un effectif aussi jeune que Monaco, ben, cet apport-là, il doit se voir, il doit se ressentir. Et là, aujourd'hui, il ne se ressent pas. Il se ressent pas ni aujourd'hui ni dans les matchs précédents. Alors oui, il nous a fait quelques éclairs, quelques buts par-ci par-là. On va pas cracher dans la soupe, hein. Mais moi, pour le moment, il ne me convainc pas. Minamino ne me convainc pas pour l'instant. Donc je demande à voir cette saison, mais il ne m'a pas encore convaincu, Minamino. Ben, Marnessa Cliouche, si tu veux pouvoir retourner en équipe de France, il va falloir te remettre de tes émotions suite à ta première sélection. Parce que ce soir, le bilan, c'est un penalty qui peut peut-être changer la physionomie du match que tu rates. Hein. Pour rappel, il y a eu un penalty à 0-0 sur une faute de Mignolet, une faute sur Mika Biret. On était déjà à la peine à ce moment du match. Et quand tu es à la peine, peut-être que démarrer le match à 1-0, mais peut-être que ça peut changer la physionomie du match derrière. Alors j'y crois pas trop, hein. Je vis pas non plus dans le monde des bisounours, mais je me dis que si Akliouche marque ce penalty, ça peut être un tout autre match. En tout cas, c'est cette physionomie du match-là que j'aurais aimé voir avec un penalty transformé. Donc un penalty qui n'est pas transformé, un penalty qui est tiré sans aucune conviction, tiré à la gauche du gardien, très facilement arrêtable pour Mignolet, et aucune pas de différence. Je t'ai senti vraiment en manque de jus, un coup de rein qui n'était pas vraiment tranchant. Après, mon pauvre, tu manques aussi cruellement de solutions. Pas beaucoup de mouvements autour de toi, des ballots que tu touches systématiquement dans l'axe où Bruges a mis énormément de densité. Hein. Pour rappel, Bruges était en 4-2-3-1, donc à la phase défensive, on avait dans l'axe, il y a 2 centraux, plus 2 milieux défensifs, plus un numéro 10 qui revient. Ça fait énormément de monde, ça fait 5 joueurs dans l'axe, et tu ajoutes le fait que nos 2 milieux côtés viennent systématiquement dans l'axe, donc ils attirent également les latéraux. Ça fait énormément de monde dans l'axe. Donc Akliouche, un match à oublier. On sait que tu as le potentiel, on sait ce qu'on te doit, on sait que tu as porté l'équipe toute la saison dernière. Mais voilà, tu n'es pas parti, tu es resté. Donc il faut remettre le bleu de chauffe et y aller, parce que je pense que cette saison, on va grandement compter sur toi dans la mesure où on ne sait pas dans quel état physique va revenir Paul Pogba. Donc en attaque, Mika Biret. Mika Biret, Mika Biret. Mika Biret, je lui mets la note de 2, et encore je lui mets la note de 2 parce que c'est lui qui cause un penalty. Mais Mika Biret, la saison dernière, c'est 16 buts en 13 matchs sous le maillot de Monaco, en 6 mois de compétition. Mais il ne faut pas oublier que Mika Biret, il arrive de Sturm Graz, et qu'à Sturm Graz, sa meilleure saison, c'est une saison à 13 buts. C'est une saison à 13 buts, sa meilleure saison. La saison d'avant, qui était une saison à Sturm Graz qu'il a eu de complète, il a fait une saison à 11 buts. Donc, est-ce qu'on n'a pas le vrai Mika Biret? Est-ce qu'on n'a pas le vrai niveau de Mika Biret?
Aujourd'hui, le niveau de Mika Biret, il parle de lui-même. C'est un joueur qui, déjà même la saison dernière, quand il marque ses buts, a quand même du mal à se connecter avec l'équipe. Un jeu de haut but qui laisse à désirer, une prise de profondeur très très minime, puisque je pense pas qu'il ait les capacités de vitesse. Mika Biret, c'est un joueur à l'ancienne. C'est un joueur qui est un finisseur, c'est un renard de surface, c'est un joueur qui va au duel avec ses défenseurs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas un style footballistique qui est passé de mode? Voilà, la saison nous le dira, mais quand je vois que tu ne remplaces pas Mbolo, que tu as vendu un Myron Boadou qui a fait un prêt plutôt convaincant en Allemagne et que tu lui redonnes pas sa chance, que tu vends un Simon Boabré et que t'es les remplaçants de Mika Biret et de Folarin Balogun, c'est le jeune Paris Brunner ce sera sa première saison à ce niveau-là, et le jeune Ileni Kena qui nous a jamais encore convaincus et qui est encore très jeune. Ben, je suis inquiet, hein, je sais, hein, c'est le mot d'ordre, hein, je suis inquiet, inquiétude. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais moi je suis inquiet, personnellement je suis très inquiet. Et ensuite, Folarin Balogun, ben écoute, Folarin Balogun, je pense que c'est un joueur qui est utilisé à contre-usage. C'est un joueur dont les capacités ne sont pas mises en valeur à l'AS Monaco. C'est un joueur qui aime la profondeur, qui aime les espaces, et au final, avec toute la densité qu'on lui met autour de lui, il n'a pas d'espace. C'est un joueur qui sur toutes nos phases de jeu arrêtées, se retrouve à l'entrée de la surface, au contact avec les défenseurs, en phase de jeu arrêté. En phase de jeu arrêté, nos phases de transition, il n'y en a pas. On ne se projette pas vite vers l'avant. Lors de nos récupérations, on temporise, on essaye de poser le jeu, mais vu qu'on n'a pas de créateur, c'est de la cacophonie. Franchement, c'est de la cacophonie ce que j'ai vu ce soir. Et c'est dans la même veine de ce que j'ai vu à la Auxerre, et c'est dans la même veine de ce qu'on a vu juste avant. Sauf que là, c'est la scène européenne, c'est le niveau Ligue des Champions, ça fait 4-0. Ça fait 4-0. Donc voilà pour la note des joueurs. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Vous me direz si vous avez une autre vision tactique de la rencontre. Vous me direz quels sont les ajustements que vous auriez fait. Voilà, je suis tout oui et prêt à écouter. Donc je pense que ça, c'est un match à oublier. Il faut pas perdre de vue le fait que ce week-end on a match. Donc il va vraiment falloir se remettre dedans. Il va falloir que à 18h arrête de faire un turnover aussi important. Il va falloir qu'à 18h arrête de faire un turnover aussi important. Donc et on va espérer des jours meilleurs. Mais vraiment ce soir, je suis colère. Je pense que après avoir sorti tout ce que j'avais, là ça va un peu mieux. Et quoi qu'il en soit, on est tous derrière l'AS Monaco et on les supporte depuis toujours et on les supportera encore pendant de très très longues années. Mais voilà, pas cet AS Monaco là, pas l'AS Monaco qui nous est tout cher à notre cœur. On veut voir autre chose, on veut une réaction et on veut une réaction dès ce week-end. Alors attention, ce week-end, je mets l'accent sur notre animation tactique. On a des joueurs qui sont sortis sur blessure, donc j'espère que ce sera pas trop grave parce que on va cruellement manquer de profondeur de banc. Et à 18h, je t'en prie, s'il te plaît, revois ton animation offensive. Que tu veuilles pas changer de système, on peut encore le comprendre, mais revois ton animation. Tu ne peux pas avoir deux attaquants systématiquement sur la même ligne. Tu peux pas avoir deux joueurs de couloir qui ne sont pas des joueurs de couloir que tu mets systématiquement dans l'axe, alors que si on y tirait l'adversaire, on aurait plus de place dans le dos et plus de place dans les profondeurs. Et tu ne peux pas avoir deux milieux relayeurs qui sont aussi haut sur le terrain parce que ça nous expose et ça expose nos défenseurs centraux, et tu ne peux pas avoir des latéraux aussi offensifs. Ok, donc c'est la fin de notre analyse tactique. On va passer du coup au top flop de ce match. Les tops, c'est compliqué de les désigner. On va désigner Ansu Fati
en top, puisqu'il a marqué à la 90e son premier but sous les couleurs de l'AS Monaco. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce match. En deuxième top, dans ce naufrage collectif, je vais sélectionner Camara, qui a quand même essayé par moment de prendre le jeu en son compte et qui a essayé de nous apporter quelque chose. Et troisième top, le jeune Koulibaly qui pour ses premiers matchs en professionnel a fait une entrée plutôt intéressante. Alors en flop, j'ai envie de vous dire, flop, le collectif, l'équipe de l'AS Monaco, je vous mets en flop. Mon deuxième flop, c'est Adi Hütter. Adi Hütter qui a abandonné son équipe, qui nous a abandonnés, qui nous a laissé livrer à nous-mêmes. Il n'a pas su nous apporter la motivation nécessaire, il n'a pas su se réorganiser dans la bataille tactique avec le club de Bruges, donc Adi Hütter, flop. Et mon dernier flop de ce soir, j'aurais pu mettre Caio Henrique, mais juste pour piquer un peu, mon dernier flop de ce soir, c'est Thiago Scuro, puisque tu as eu devant toi que le résultat de ton mercato. Donc je te mets en flop. Donc dimanche, match à la maison, on reçoit le FC Metz. Donc le FC Metz, c'est 3 défaites en 4 matchs, donc 3 défaites et un match nul. Donc je pense que c'est un match sur lequel il faut profiter pour engranger des points. Je mets encore une fois une alerte à notre système de jeu. Je mets encore une alerte à se dire que le FC Metz va mettre le bus, le FC Metz va nous attendre et le FC Metz va jouer sur des phases de transition rapides. Le FC Metz est une équipe qui est très très athlétique, avec des joueurs très athlétiques, peut-être pas aussi technique que nous, et c'est ce qui explique du coup leur début de saison compliqué. Et de toute façon, c'est une équipe qui n'a pas les mêmes enjeux que nous, c'est une équipe qui joue le maintien, clairement. Mais attention, parce que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, c'est une équipe qui a beaucoup de densité physique, et donc à 18h, remets-toi en question, je t'en prie, parce que je pense que les supporters que nous sommes auront du mal à te pardonner une défaite à la maison contre Metz. Donc c'était tout pour ce soir, c'était l'îlot débrief. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée de Ligue des Champions, avec des affiches intéressantes à regarder, même si il y a l'amertume de la défaite 4-0 de l'AS Monaco. On se retrouve dimanche à Monaco pour la réception de Metz, en espérant une victoire, en espérant un sursaut d'orgueil, en espérant avoir une amélioration collective. N'hésitez pas aussi à liker, je me lance, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner. Donc la famille ASM, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine de Ligue des Champions, et on se retrouve ce week-end pour le match de l'AS Monaco. Bonne soirée à tous et allez Monaco!